Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Timothée Rebourg. Je suis donc cofondateur de la société Field. On fait des solutions on est éditeur de solutions de chiffrement. Je voulais merci pour l'opportunité de partager ce case Field avec vous. Alors, j'ai un petit doute. Quand je vais passer les slides dans Big Blue Button, ça va normalement les passer pour tout le monde, j'imagine. Donc, je vais passer la slide. Alors, pour donner un tout petit peu de contexte, donc l'objectif est quand même d'entrer dans la technique, donc je vais quand même survoler le début qui sont des slides plus de contexte. On est tous conscients qu'il y a de plus en plus de fuites de données, donc c'est quasiment x3 chaque année en termes d'enregistrement compromis dans les entreprises dans le monde. Il y a des réglementations de plus en plus strictes et il y a une pression également de la part des consommateurs vis-à-vis des prestataires de solutions numériques pour que ceux-ci n'aient pas de fuite de données. Les cyberattaques mutent également. On connaissait les ransomware d'il y a quelques années qui ne faisaient que cryptoloquer des données et aujourd'hui ils les exfiltrent. Donc ils vont mettre une rançon sur le fait de rendre public des données ou pas. Donc c'est une mutation qui est observée également. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le rapport de l'ANSSI sur l'état de la menace sur la ransomware, mais qui est assez bien documenté en la matière. Et tout ça est signe pour nous en tout cas, c'est notre positionnement d'une mutation dans la façon de se protéger. Il faut arrêter de faire de la protection périmétrique seule et se concentrer sur la protection de la donnée elle-même. C'est-à-dire que le concept de serveur sécurisé n'a plus aucun sens dans un monde connecté dans lequel on vit tous. Et il faut se concentrer sur protéger les données elles-mêmes et ce, quels que soient les moyens. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est changer la façon de réfléchir. Et c'est du zéro trust. Alors zéro trust, ça veut dire tout et rien dire, surtout rien. Nous, on y place la signification suivante, c'est ne faire confiance en rien, toujours vérifier. Donc ça, c'est le sens du terme. Mais là où nous, on apporte une brique, c'est sur l'application du principe de moindre privilège. Si un serveur, si une personne n'a pas besoin de lire une donnée, ne lui donnons pas l'accès à cette donnée. Et il faut restreindre cet accès cryptographiquement. C'est ce qu'on fait chez Shield avec du chiffrement de bout en bout. Et troisième élément, c'est s'attendre à une fuite de données. Donc, c'est dire, OK, qu'est-ce qui se passe si tel maillon de mon système d'information se fait compromettre en confidentialité? Est-ce que ça va engendrer une compromission totale? Enfin, est-ce que j'ai un SPOF? On essaye de faire un maximum la chasse au SPOF. Voilà pour les slides introductives. Maintenant, je vais rentrer un tout petit peu plus dans ce qu'est Shield, pour ce qu'on fait différemment dans le chiffrement. Donc, quand on développe une application, on fait tous du chiffrement, c'est-à-dire que la visioconférence qu'on a au travers de Big Blue Button aujourd'hui est chiffrée. Ça n'a pas de sens de dire qu'elle ne l'est pas. Elle l'est en transit et l'enregistrement l'est peut-être au repos, je sais pas. Mais l'idée, c'est qu'il y a deux façons de faire du chiffrement. La première façon, c'est de dire on fait du chiffrement en transit au repos, on laisse l'accès au serveur parce que ce sont des données qui ne nécessitent pas plus. La difficulté, si on ne fait que ça, c'est que un attaquant qui compromettrait le serveur schématiquement aurait également accès à toutes les données. Et donc, partout où c'est applicable, notre philosophie, c'est de dire chiffrons côté client, faisons du chiffrement de bout en bout. Et c'est ce qu'on préconise, donc de déporter la gestion de clés côté client sur les applications mobiles, desktop et web des utilisateurs pour que les droits soient gérés côté client, de sorte que côté serveur, l'hébergeur n'ait pas accès aux données en clair, n'ait pas accès aux clés non plus, notamment dans le cas d'une utilisation en cloud, mais que l'éditeur de l'application en SaaS non plus n'ait pas, ou autre chose, enfin que l'éditeur ou l'administrateur de l'application n'ait pas accès aux données, parce qu'il n'en a pas besoin. Donc l'objectif est d'appliquer le principe du moindre privilège le plus strictement possible. Concrètement, ce que Shield on fait, là où d'autres solutions on fait un chiffrement de surface ou un chiffrement de flux, on fait un chiffrement
granulaire d'enveloppe, où on va appliquer le chiffrement donnée par donnée, que ce soit des strings, des fichiers, des champs en base en faisant du field level encryption. Donc on va le faire donnée par donnée, on va attribuer ses droits appareil par appareil et personne par personne. Donc il y aura que quelques appareils de quelques utilisateurs, de quelques personnes physiques, qui seront autorisés à déchiffrer les données. Et quand on dit autorisés à déchiffrer, c'est-à-dire que il y aura une clé pour eux qui leur permettra de déchiffrer. C'est pas du simple octroi de droit où un serveur peut décider arbitrairement qui a accès à quoi. On a décliné cette solution cette idée en deux solutions, deux produits. Un premier qui est le SILD SDK, donc Software Development Kit de développement pour développeurs, qui a fait l'objet d'une certification auprès de l'ANSSI l'année dernière au niveau CSPN, donc on a pu annoncer en début de cette année, et qui est destiné à être utilisé dans des applications par des développeurs pour ajouter une surcouche de chiffrement par-dessus à l'intérieur d'applications existantes. Et une deuxième solution qui, elle, est beaucoup plus classique, c'est une solution d'entreprise, pour schématiser, mais c'est une solution bureautique qui permet de protéger fichiers email, un petit peu comme pourrait le faire du Prinix ou du SBS ou du PGP de façon plus prosaïque. Aujourd'hui, je vais présenter uniquement la partie SDK, parce que la solution d'entreprise a un petit peu moins de nouveautés que la partie bureautique. Donc il me semble intéressant de se concentrer là-dessus. Le SDK, donc c'est une lib qu'on importe dans du code côté client, qui est compatible avec des applications web, avec des applications mobiles, avec des applications desktop, selon les environnements. Il y a des SDK qui vont varier selon les environnements, et qui permettent de gérer l'identité d'un utilisateur, et qui permet du coup de chiffrer les données que le développeur souhaite chiffrer. Alors pour répondre à la question qui est dans le chat, on utilise des algorithmes de chiffrement tout à fait standards. Pour le chiffrement symétrique, on va utiliser du AES en mode CBC avec un HMAC SHA-256, et pour ce qui est de chiffrement asymétrique, on va utiliser des clés AES avec des clés RSA avec des clés de 4096, le chiffrement OAEP, signature PSS. Donc pour vous donner un cas d'usage typique de ce qu'on va faire, on va travailler avec un éditeur d'application en SaaS, typiquement Control, qui est une application qui permet à une entreprise de faire une analyse de ses risques. C'est une entreprise qui fait une web app pour faire de l'aide à la gouvernance, en particulier à la gouvernance et à la protection des données. Donc c'est une application où il y a deux catégories d'utilisateurs: les utilisateurs de la plateforme qui sont clients de Control et le personnel de Control en back-office. Des données de type finance, RH, métier, technique également peuvent être échangées sur cette plateforme. C'est une application web. Donc on peut imaginer ça un petit peu comme une data room sur lequel les utilisateurs vont envoyer des fichiers à des personnes en back-office chez Control. Et la problématique à laquelle on a été confronté avec Michael, c'est qu'est-ce qui se passe si l'hébergeur de Control se fait compromettre. L'hébergeur, en l'occurrence, c'est AWS, donc ses clients étaient sensibles à éventuellement une utilisation du Cloud Act ou une vulnérabilité tout simplement dans l'application qu'ils développent, parce que ça arrive, on est tous conscients qu'une vulnérabilité dans une app peut exister. Donc qu'est-ce qui se passe si ce back-office, si cette application web se fait compromettre? Donc ils ont utilisé SILD pour chiffrer côté client avant upload du document, de sorte qu'il soit stocké côté AWS de façon chiffrée et lisible côté AWS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de KMS qui contient la clé de chiffrement de ces fichiers. Et de l'autre côté, les utilisateurs qui vont devoir lire ces documents vont pouvoir le déchiffrer dans le navigateur. Comment ça fonctionne? On a fonctionnellement trois grandes briques. Donc il y a le front-end, donc qui va être l'application web qui va recevoir les données en clair, faire un échange un échange de clés chiffré de bout en bout, on verra après ce que ça veut dire, avec le serveur SILD qui est soit en cloud, soit on-prem, et avec le back-end de l'application qui va recevoir uniquement la donnée chiffrée. Et c'est le SILD SDK qui est intégré dans l'application web qui effectue toutes les opérations de chiffrement.
Maintenant vient la question de qu'est-ce qui est chiffrable, c'est-à-dire que tout n'est pas chiffrable de bout en bout. Si on fait du machine learning sur des données de CG, on va pas pouvoir les chiffrer de bout en bout, parce qu'il y a bien un serveur qui doit les exploiter côté serveur. Ou de façon similaire, si on a des recherches à faire, des filtres à faire dans les requêtes SQL, si c'est chiffré de bout en bout, on ne peut pas. Donc il y a, avant toute intégration de chiffrement côté client, ce de façon générale, que ce soit avec le SID, ou si on le développe soi-même, ou si on utilise un concurrent, il y a une étape de, ok, qu'est-ce qui est éligible à du chiffrement de bout en bout? Et soit ça l'est, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune exploitation côté serveur. Par exemple, un chat, la plupart du temps, il n'y a pas d'exploitation côté serveur, donc c'est souvent la première fonctionnalité qu'on peut intégrer chez un client. Mais dès que ça va être un petit peu plus compliqué, il y a 3 stratégies. La première, c'est migrer l'exploitation qui est actuellement faite côté serveur vers le côté client. Je prends par exemple un PDF qui serait généré côté serveur. Il n'y a pas de raison particulière que le PDF soit généré côté serveur, parce que c'était plus facile à faire certainement, mais c'est une dette technique. Donc on pourrait tout à fait migrer cette génération de PDF côté client, de sorte que le serveur n'ait accès qu'au PDF déjà chiffré. Deuxième stratégie, c'est une stratégie dite de pseudonymisation, où on va schématiquement couper les données qu'on veut protéger en deux. Il y a les données qu'on doit exploiter côté serveur. Si je reprends mon exemple de CG, on prend les ECG, on les met côté serveur. Ceux-là, on doit les analyser. C'est une time series qu'on a côté serveur qu'on va traiter. Mais par contre, les données qui vont être associées à cet ECG, donc le nom du patient, le nom du médecin, le compte-rendu du cardiologue, des choses comme ça, c'est tout à fait chiffrable de bout en bout. C'est éligible à du chiffrement de bout en bout. Donc on va pseudonymiser, on va associer un identifiant unique aux time series qui sont analysés côté serveur, et on va chiffrer de bout en bout entre tous les membres côté client, toutes les personnes qui sont habilitées à lire le dossier patient, on va chiffrer ce dossier patient pour tous ces intervenants, et qui n'auront la capacité de déchiffrer qu'au travers de l'application web. Troisième stratégie, c'est d'octroyer temporairement des droits à un serveur. Alors ça, c'est des choses qui semblent un petit peu absurdes, puisqu'on va dire, tiens, je chiffre de bout en bout, mais je vais quand même donner des droits à un serveur pour qu'il puisse déchiffrer... Oui, ECG, c'est un électrocardiogramme. Troisième stratégie, c'est donc cet octroi temporaire de droits. Ça semble un peu absurde parce qu'on va dire, ok, très bien, si je donne les droits à un serveur et que celui-ci est malveillant, finalement, il aura pu conserver la clé, ou il aura pu conserver la donnée en clair. Alors oui, maintenant il faut savoir contre quoi on se bat. Est-ce qu'on se bat contre un serveur qui est activement malveillant pendant 36 mois, ou sur toute la durée sur toute la durée de vie du process, ou est-ce qu'on se bat contre quelqu'un qui va attaquer un serveur activement seulement pendant une courte période et qui va essayer de récupérer l'historique? Si on se bat contre cet attaquant qui prend le contrôle actif d'un serveur pendant une courte période, finalement, s'il n'a les droits que sur la période de l'attaque, et que l'historique reste chiffré de bout en bout pour les destinataires, à ce moment-là, ça peut être suffisant. Alors, évidemment, je réponds à Gilles dans le chat. Effectivement, si c'est effectué en cloud et qu'on se bat contre quelqu'un qui analyse activement tout ce qui se passe, donc si on est dans un cadre anti-service d'enseignement, effectivement, c'est pas forcément optimal, mais c'est pas le seul cas auquel on est confronté. Et pour répondre à la question de la table de pseudonymisation, l'idée c'est que la table de réconciliation des pseudonymisations, il va y avoir donc cet identifiant qui n'est présent que, prenons un UUID par exemple, qui va identifier le patient lié à la time series de l'ECG. Ce UUID va être répété en index d'un JSON qui va être chiffré, et c'est seulement en déchiffrant ce JSON côté client qu'on va avoir le contenu des données. Donc la table de pseudonymisation, la table de raccord, finalement, c'est juste un UUID associé à des données chiffrées de bout en bout entre les participants, entre les personnes autorisées. Donc, la table de pseudonymisation n'existe concrètement que entre les personnes physiques habilitées à lire la donnée, et pas sur un deuxième serveur, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Deuxième sujet, et donc là on y viendra juste après, c'est
le choix des méthodes de protection des identités. Ça, c'est un grand problème qu'on a avec la plupart de nos clients, c'est comment est-ce qu'on protège les clés privées des utilisateurs. Alors, je ne vais pas vous... Enfin, je pense que je suis en face du bon public pour savoir que ce qui fonde toute la sécurité du chiffrement de bout en bout, c'est où sont stockées les clés privées. Si les clés privées sont stockées sur un serveur qui est tiers de confiance, ça n'a aucun intérêt. Donc, on a plusieurs stratégies de protection de la clé privée et chacune a ses limites. Il y en a typiquement dire ok, on va faire confiance en un appareil particulier. Ben, qu'est-ce qui se passe quand on perd cet appareil, on perd toutes les données? On va faire confiance en un mot de passe qui va être dérivé dans une clé symétrique pour protéger une clé privée. Ben, qu'est-ce qui se passe quand on oublie le mot de passe? On va déléguer les droits à un tiers de confiance, personne physique, hein, j'entends, au sein d'une application. Ben, est-ce que c'est forcément souhaitable qu'une autre personne soit délégataire de mes droits? Et dernière possibilité qui est ce qu'on appelle le two-man rule, et j'y viendrai un petit peu, qui est un compromis de sécurité, parce que c'est pas strictement du bout en bout, mais qui a le mérite de répondre à pas mal de cases en apportant quand même malgré tout quelque chose en termes de sécurité. Et pour le BIOC de Microsoft, je sais rien. Je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, j'ai toujours pas compris l'intérêt technique du BIOC. Pour rentrer un petit peu plus dans le concret, comment marche le chiffrement ACID? Donc, quand un développeur va vouloir chiffrer une donnée, quand on va vouloir chiffrer une donnée, le développeur va appeler une fonction encrypt et cette fonction encrypt va générer une clé symétrique. Cette clé symétrique, donc c'est une clé symétrique aléatoire, c'est 512 bits. C'est 512 bits aléatoires, donc les 256 premiers pour le chiffrement AES, 256 suivants pour le HMAC. On va distribuer ensuite cette clé, on va chiffrer cette clé pour chacun des destinataires, donc on va demander au serveur SIL qui agit comme annuaire de clés publiques l'ensemble des clés publiques des destinataires. Si on a déjà interagi avec ces destinataires, les clés publiques sont déjà connues du front-end mises en cache et le serveur ne peut pas mentir a posteriori. Je détaille après, mais il y a un mécanisme, ce qu'on appelle de chaîne de signature, qui permet de garantir l'intégrité des clés publiques, que le serveur SIL n'agit pas comme un serveur en manie nominale. Donc, on va chiffrer chacune des clés, la clé symétrique autant de fois qu'il y a de destinataires, et ensuite chiffrer la donnée avec la clé symétrique, et on obtient une donnée chiffrée. On va ensuite associer un identifiant à cette donnée chiffrée, un identifiant unique, qui va être répété sur le serveur SIL et le serveur SIL sur lequel on va stocker les clés symétriques chiffrées pour chacun des destinataires. Donc, pour chaque destinataire, il existe une clé chiffrée avec sa clé publique sur le serveur SIL qui agit comme séquestre chaud des clés symétriques chiffrées. Et la donnée chiffrée, elle, donc qui est finalement le chiffrement AES plus identifiant de clés, est envoyée sur le back-end applicatif du développeur. Donc dans ce scénario, si on regarde bien, le back-end ici et le serveur SIL, s'ils sont réunis, ne peuvent pas lire la donnée. Il manque, il n'y a pas suffisamment d'informations, ils n'ont jamais à aucun moment la clé symétrique, ils n'ont pas non plus la clé privée. Étape de déchiffrement, qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur, deuxième utilisateur, veut récupérer, donc déchiffrer cette donnée? Il va récupérer la donnée depuis le back-end, donc cet identifiant plus le chiffrement fait avec la clé symétrique, et va le télécharger côté client. Une fois que c'est côté client, on va récupérer la clé associée à cette donnée chiffrée. Donc j'avais dit, il y a un identifiant côté serveur qui est associé aux clés symétriques chiffrées. Bah, on va pinguer le serveur pour récupérer sa clé symétrique chiffrée pour cet appareil, que l'on va ensuite déchiffrer avec sa clé privée. Alors la clé privée, elle arrive un peu de façon magique dans le schéma ici, j'expliquerai après comment est-ce qu'elle arrive. Une fois qu'on a déchiffré la clé symétrique chiffrée avec la clé privée, on a la clé symétrique et on peut déchiffrer la donnée. Et donc c'est ça qui se passe à chaque fois qu'on va appeler la fonction decrypt de la lib du SDK quand on va l'utiliser. Maintenant vient la question de l'identité SIL. J'ai dit cette clé privée, elle apparaît de façon un peu magique dans le schéma, et il y a une raison à ça, c'est que c'est le fondement en fait de toute la sécurité. Et comment est traitée cette clé privée, comment est-ce qu'elle arrive dans le navigateur, va définir comment toute la sécurité est construite. Donc une identité SIL, une clé privée, donc techniquement c'est plusieurs clés privées. Un utilisateur peut avoir plusieurs identités.
c'est-à-dire qu'il peut avoir une identité sur un appareil et une identité différente sur un autre appareil, qui vont être des clés privées différentes et qui vont avoir les mêmes droits. Et on peut en créer une nouvelle a posteriori et une ancienne va régénérer des clés pour ce nouvel appareil. C'est un mécanisme d'ajout de droits qui est, d'ajout d'appareil qui est fait de sorte que le serveur ne puisse pas arbitrairement en ajouter une nouvelle grâce à une chaîne de signature, c'est-à-dire que tous les appareils sont chaînés les uns avec les autres. Donc une identité qu'on va créer à un instant T doit être signée par une identité précédente. Mais le point fondamental, c'est si on perd l'identité shield, si on perd ses clés privées, on perd accès à toutes ces données. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on la sauvegarde, comment est-ce qu'un utilisateur, personne physique, un bout de chaîne, qui fait son chiffrement côté client avec le SDK, sauvegarde cette clé privée. Là, on a 4 stratégies. La première stratégie, c'est on fait un stockage sécurisé. Donc on va dire, j'y viendrai après, mais c'est ce que je t'expliquais, on va mettre un appareil de confiance, ça peut être un navigateur, un téléphone, une application bureau, peu importe. Deuxième stratégie, c'est un mot de passe qui est connu de l'utilisateur et qui est utilisé cryptographiquement pour protéger la clé privée. Troisième stratégie, c'est on va faire confiance à un autre utilisateur de l'application qui utilise le SDK. Donc on va chiffrer l'identité avec la clé publique de quelqu'un d'autre. Et c'est cette autre personne qu'on va solliciter le jour où on perd sa clé privée. Et dernière stratégie qui est le two-man rule, où schématiquement on va couper la clé privée en deux et on va faire confiance à 2 briques indépendantes pour stocker chaque moitié et où on s'authentifie côté client sur chacun des services. Sur la première stratégie, donc cette clé privée, donc elle est générée côté client par l'utilisateur lors d'une première utilisation. Donc c'est une paire de clés asymétriques qui est créée, générée côté client. On l'enregistre dans ce qu'on appelle la chaîne de signature que je décrivais, qui est donc une signature, des différents blocs où chaque bloc signe le précédent pour s'assurer que quelqu'un ne peut pas arbitrairement ajouter une nouvelle clé publique à un utilisateur. Certaines entreprises qui s'embêtent pas trop quand ils font du chiffrement et permettent aux serveurs de clés d'ajouter une clé à un trousseau s'ils veulent. On a créé ce mécanisme de seed-chain qui a été vérifié par l'ANSSI dans le cadre de l'assertif pour s'assurer que c'est pas possible. Ensuite, troisième point, donc il y a un échange de licences pour associer en fait un identifiant applicatif sur le back-end à une identité shield. Donc ça, c'est avec un mécanisme de jeton de licence qui est, je passe parce que c'est vraiment juste un détail, mais ça permet de s'assurer que pour nous, qu'on décompte bien les licences d'un développeur. Et deuxième élément, on l'associe à un user ID côté du back-end. Et dernier point, donc cette protection d'identité. Cette protection d'identité, première stratégie que je décrivais, c'est le stockage sécurisé. Stockage sécurisé, concrètement, on fait confiance on va déposer la clé privée à un endroit et elle n'en bougera plus. Et c'est le fait d'accéder à cet endroit qui donne l'identité. Donc ça, la première façon, c'est un local storage, par exemple, dans un navigateur, qu'on va surchiffrer avec une clé connue du back-end pour éviter qu'à froid, on puisse choper la clé privée et qu'elle soit quand même authentifiée avec la session d'utilisateur dans le back-end pour éviter que l'accès pour pouvoir révoquer par exemple la session. Si on révoque la session, du coup, ça révoque l'accès à la clé privée. Et donc ça permet d'éviter le pawn de la clé privée en cas où la session serait expirée. Ça peut être également un Android Key Store, un macOS Keychain ou un Windows Credential Vault, même si la sécurité de ces trois Key Store est modérée, mais c'est malgré tout un accès physique au téléphone ou à l'appareil qui permettrait de choper la clé privée. À la marge, ça pourrait être aussi mis dans un Secure Element dans un téléphone si on voulait. Ou dans un ledger si on y tient vraiment. En l'occurrence, nous, ce qu'on permet, c'est ces 4 modes-là, et on pourra voir après pour éventuellement utiliser une clé privée déportée dans une utility ou des choses comme ça. C'est des choses auxquelles on est ouvert. Deuxième stratégie qui est protection d'une identité par mot de passe. Bon. L'idée, c'est de dériver un mot de passe avec une fonction de dérivation de mot de passe comme PBKD2, Bcrypt ou Scrypt, Scrypt étant plus robuste, et d'utiliser cette clé symétrique pour protéger la clé privée qui serait stockée en back-end. Donc ce mécanisme-là, ça fonctionne très bien dès lors qu'on va avoir un mot de passe dédié pour ça, où à ce moment-là, c'est très facile, on prend le mot de passe de l'utilisateur, on va le saler, on va le dériver, ça va nous donner une clé symétrique qu'on va utiliser pour
pour protéger la clé privée, et la clé privée chiffrée, on va la stocker sur un service dédié. Maintenant, vient la question de qu'est-ce qui se passe quand ce mot de passe est utilisé aussi pour l'authentification. Parce qu'il y a une contrainte du X, on ne veut pas demander à un utilisateur de taper 2 mots de passe. Donc là, on a une stratégie qui va consister à faire ce qu'on appelle un pré-hachage, où en fait, plutôt que de simplement envoyer le mot de passe en clair au serveur, donc qu'il pourrait du coup utiliser pour dériver la clé symétrique protégeant la clé privée, on va le pré-hacher côté client, de sorte que le serveur n'ait pas accès au mot de passe directement de l'utilisateur qui permet de protéger la clé privée. Donc ça, c'est par exemple pas compatible avec des serveurs d'authentification fédérés ou des serveurs de SSO, parce qu'on va pas pouvoir les modifier pour implémenter cette modification par pré-hachage. Donc cette stratégie, dès lors qu'on va avoir un SSO ou une autre fédérée, on doit le faire avec un mot de passe dédié, ce qui est parfois souhaitable, mais pas forcément. Ces deux stratégies de stockage sécurisé et de protection d'identité par mot de passe peuvent évidemment être utilisées en combinaison, on peut utiliser l'un et l'autre, mais la difficulté, c'est que l'utilisateur a l'entière responsabilité de la conservation de sa clé privée. Ce qui peut faire sens, si on sait protéger une clé privée, si on sait garder un secret, si on est soi-même habitué finalement à conserver des clés privées, ou des secrets du moins, et à ne pas les perdre. Mais pour des utilisateurs lambda, qui pourraient être utilisateurs de n'importe quelle application en SaaS, c'est pas forcément possible. C'est-à-dire que perdre tous ces mots de passe et tous ces appareils ne devrait pas engendrer, pour beaucoup d'applications, pour beaucoup de développeurs, une perte de données. On a donc dû développer une autre méthode. Donc, il y a évidemment la délégation à un autre utilisateur dans l'application, mais ça c'est organisationnel, c'est pas technique. Il y a une dernière solution qu'on appelle en two-man rule. Two-man rule, donc ça porte bien son nom, c'est comme pour les armes nucléaires où on a 2 clés. En fait, on va prendre la clé privée, on va la couper en 2. Alors, je schématise, c'est pas un secret de Shamir non plus, c'est concrètement une clé symétrique et une clé privée chiffrée avec cette clé symétrique. Et ces deux, donc la clé, donc on a l'identité chiffrée et la clé de chiffrement de l'identité qui sont envoyées sur 2 serveurs séparés. Le back-end, qui est le serveur de notre client, va stocker une des 2 moitiés, va le soumettre à authentification à l'utilisateur, et le serveur ciel va conserver l'autre moitié et soumettre l'utilisateur à une contre-authentification indépendante. Donc, dans ce cas-là, je précise bien, ce n'est pas du chiffrement de bout en bout, dans la mesure où le back-end et le serveur ciel peuvent reconstruire l'identité de l'utilisateur s'il faisait collusion, mais on se débrouille pour que, à chaud, il n'y a aucune API qui permette de faire cette collusion. Ce qui répond du coup à la question pour nos clients, je voudrais que si mon serveur est compromis, les données de mes clients ne le soient pas. Ce qui répond bien à cet enjeu-là. Et en même temps, je veux que mes utilisateurs soient en mesure d'oublier leur mot de passe, que cette fonctionnalité puisse exister. Donc c'est comme ça qu'on le résout, c'est avec ce two-man rule. C'est pas strictement du chiffrement de bout en bout, même s'il n'y a aucune entité seule qui est capable de déchiffrer, de reconstituer l'identité. Donc ça, c'est pour toute application qui va être pour consommateurs, pour des particuliers, c'est souvent ce qui va être privilégié. Et pour bien s'assurer qu'on répond aux problématiques de type Cloud Act, donc c'est-à-dire de non-souveraineté d'un hébergeur en cloud, on n'est nous-mêmes pas chez un hébergeur américain ou soumis au droit américain, on est chez OVH en France et on se débrouille pour que on ne soit pas soumis à des extraterritorialités du droit américain, de sorte que nos clients, eux, puissent l'être. Et donc il y a notamment ce sujet de qu'est-ce qui se passe quand on permet de répondre à cet enjeu-là pour des clients qui seraient chez AWS et qui ont peur du Cloud Act ou dont les clients ont peur du Cloud Act. En termes d'instances pour côté serveur, donc on a souvent la question, c'est attendez, vous êtes en cloud, nous on voudrait avoir une install on-prem. On est tout à fait ouvert à le faire. On a 3 modes de déploiement. On a le premier mode de déploiement qui est une instance mutualisée. Donc ça c'est notre instance chez OVH où on n'a pas eu de perte de données malgré l'incendie à Strasbourg alors qu'on a perdu la moitié de nos serveurs. On avait une réplication sur 2 sites. On est également ouvert à faire des instances dédiées. Donc typiquement, on va manager nous-mêmes une instance dédiée pour un client sur un hébergeur donné. Si un client a un hébergeur de préférence, alors on utilisera celui-là. Et troisième mode qui est on-prem, où là typiquement on a des cas où
l'objectif, c'est de protéger des données qui seront sur un réseau qui sera air-gapped, et donc non connecté à Internet. Et donc là, évidemment, on ne peut pas le fournir en SaaS. On est obligé de déployer nos serveurs enfin nos services sur des serveurs de nos clients, et on fournit le manuel, on fournit la documentation pour manager ces serveurs, bien évidemment. On n'est pas open source, mais on est ouvert à ce que nos clients aient accès au code source. C'est pas une question de philosophie, c'est plus une question on n'a jamais eu le temps de se mettre d'accord pour publier de façon open source notre code, mais tout client qui le demande a accès à notre code source au moins en lecture. Voilà pour la partie présentation. J'ai essayé de tenir la première moitié donc 30 minutes en prés, et de laisser la deuxième moitié pour éventuellement des questions ou des précisions, parce que j'étais pas entièrement sûr du niveau de technicité auquel vous vous attendiez. Donc, alors, il y a la dernière question à laquelle, alors je peux éventuellement, si vous le souhaitez, faire une démo du SDK dans un chat, si ça vous intéresse. Oui, il faut pas hésiter à prendre 10 minutes pour faire une petite démo. Ouais, je vais faire une démo. Alors. Ce que je te propose, Timothée, c'est que tu fais toutes les démos que tu veux, parce que avant les questions, je couperai l'enregistrement. D'accord, ok. Alors à ce moment-là, je vais faire une petite démo de à quoi ressemble un chat chiffré. On a fait un chat spécialement pour l'occasion, et on maintient deux branches, une branche où le code est chiffrant et une branche où le code n'est pas chiffrant, mais tout ça plugué à la même base de données. Alors je vais juste mettre ça sur un écran dédié et le partager. Hop. Alors, partager l'écran. Alors, hop, partager écran 2. Autoriser. Alors, donc, vous devriez voir mon écran. Donc là, donc il y a deux fenêtres qui se ressemblent terriblement. La fenêtre de gauche, c'est une fenêtre où c'est un chat qui est non chiffré, c'est un client web qu'on a développé. En l'occurrence, on a fait quelque chose d'extrêmement pourri pour cette démo, c'est plugué sur Firebase en back-end. Donc c'est vraiment ce qui est pire en termes de souveraineté. Donc à gauche, c'est plugué directement sur Firebase où on va voir ce que voit le serveur. Et à droite, on a rajouté le SDK et c'est une dérivation de clé qui est faite par mot de passe. Et uniquement par mot de passe. Donc ça a ses limites, mais c'est pour la démo. Alors je vais mettre du coup Team. J'ai créé un nouveau compte que je vais appeler team100@til.io parce que je suis pas entièrement sûr des démos que j'ai fait précédemment. Je vais mettre un mot de passe qui est pas très compliqué, c'est password, mais c'est pas très grave. Et je vais créer ce compte. Donc là, à ce moment-là, il y a donc une identité TIL qui est générée et qui est ensuite protégée par mot de passe, par une dérivation du mot de passe que j'ai tapé ici. Donc ça prend un tout petit peu de temps. En l'occurrence, je pense que c'est plus la partie création de compte Firebase qui prend du temps que la partie seed, parce que ça me prend un temps un petit peu élevé. Bon, alors, on a, j'ai l'impression que ça s'accélère un petit peu. Donc on a ici des utilisateurs de test qui sont là. Donc je vais ouvrir une session de chat avec un autre utilisateur de l'application, et je vais envoyer le message test. Alors non, c'est un utilisateur qui a été créé. Là, je vais prendre une version de Team. Hop. J'avais pas nettoyé les démos avant. Donc là, on a envoyé, donc j'ai envoyé un message à un autre utilisateur, et ce message a été chiffré pour cet utilisateur. Donc, tout a été fait de façon transparente. Et si je me connecte exactement à la même, au même compte, mais via l'interface à gauche qui ne contient pas le chiffrement, et que je vais voir la même conversation avec Team 393, ici, on voit le message qui est effectivement transféré. Alors, j'ai l'impression que ça saccade un petit peu.
On voit exactement le même message ici à gauche et à droite, sauf que à droite, donc c'est des chiffres chiffrés et déchiffrés à la volée, et à gauche, on voit ce que la base de données, enfin ce qui est enregistré en base de données directement. Et donc on voit ce que le serveur reçoit et stocke. Et donc c'est pas parce que c'est moche que c'est chiffré, hein, mais c'est pour vous montrer quel est le format. Donc si je chiffre une deuxième fois la même chose, ça va donner un résultat différent évidemment. Donc le session ID est le même, c'est l'identifiant de la clé utilisé pour toute la conversation. On va réutiliser la même clé pour plusieurs messages, donc on va avoir un IV différent par message. Donc ça c'est le principe de base du chiffrement avec SILD. Si vous voulez voir la différence qu'il y a entre les deux fenêtres, il y a 70 lignes d'écart. Alors, je vais juste aller sur un type de doc pour vous montrer ici les exemples. Donc, c'est cet exemple-là. Si je fais la comparaison, si je regarde le diff qu'il y a entre les deux branches, donc hormis le package lock.json qui compte pas parce que c'est du code c'est autogénéré. Les différences qu'il y a, on fait l'addition, je crois qu'il y a 70 lignes, donc on a 1223 moins 1147, ouais, donc on est à 75 lignes à peu près, et donc si on regarde dans le code, on va avoir ici la création de la session de chiffrement au moment où on va ouvrir mon partage d'écran Firefox fait des artefacts à l'écran, désolé. Donc, si on voit ici, donc, on va donc faire la création d'une session de chiffrement, ça s'appelle, c'est créer une nouvelle clé qu'on va distribuer pour un certain nombre d'utilisateurs. On va déclarer ici les identifiants des utilisateurs avec qui on veut interagir. On va ici mettre une métadonnée qui va permettre de l'identifier a posteriori, savoir à quoi on rattache cette session. Donc ça, c'est complètement optionnel, mais si on tient à le faire, il faut savoir que c'est envoyé en clair au serveur. Et ensuite, cette session de chiffrement peut être utilisée pour faire des chiffrements ici. Donc, on appelle la fonction encrypt de cette session et on lui met le message que l'on veut et ça va donner un message chiffré et qui est simplement envoyé à la place du message en clair. Alors, donc ça c'est la partie naïve, si je puis dire. On a également la possibilité de faire du chiffrement pour multi-utilisateurs et de modifier a posteriori les droits qu'on va attribuer à ces données. Typiquement, je vais créer une session, un salon de chat. Alors, ça m'embête un petit peu ces artefacts, mais j'y suis pas pour grand-chose. On va donc créer un salon de chat entre différents utilisateurs. On va mettre un utilisateur ici. On va prendre un deuxième. Donc là, on va chiffrer, on va créer cette session pour moi-même et un autre utilisateur. Je vais. Alors, je suis obligé de bouger un petit peu pour que la session. Et je vais envoyer un message. Bon. Ici, cette session de chat, donc les messages existent à gauche, c'est sensible au RM, et je vais décider a posteriori d'ajouter un destinataire à cette session de chat. Donc je vais aller ici dans les paramètres de la session du salon de chat et je vais ajouter un destinataire. Alors, si je prends un autre utilisateur, très bien, hop, je fais juste attention parce qu'il y a parfois des utilisateurs qui ont été créés pour une identité ici n'a pas été créée. Donc là, j'ai ajouté un troisième destinataire à ma session à mon chat sans modifier les fichiers qui étaient précédemment chiffrés, enfin les données qui étaient précédemment chiffrées. Donc je suis capable a posteriori d'ajouter des destinataires, révoquer les destinataires à une donnée. Ça paraît pas révolutionnaire, mais typiquement quand on a des données qui sont stockées en base et que on a des utilisateurs qui tournent et que on va avoir une donnée qui à un instant T va être destinée à Alice et Bob et 6 mois après on doit rechiffrer 1 million de documents pour Charlie, ben on est très content de pouvoir faire ça sans modifier le stockage à froid. Et donc, ce sont des interactions uniquement entre un utilisateur qui a les clés et le serveur site. Voilà, en très bref, donc une petite démo. Donc, sachez que du coup tout ça est documenté donc sur notre site. Donc, on
On a donc tout un tas d'exemples, avec notamment la partie gestion des identités qui donc explique justement les différentes stratégies qu'on peut adopter pour stocker en local storage, stocker par mot de passe, protéger l'identité par mot de passe, protéger en two-man rule, ou on expose également une dernière méthode qui est l'export manuel si un développeur souhaite gérer lui-même l'endroit où il veut stocker sa clé privée. Voilà pour la partie démo. Timothée, merci beaucoup pour cette présentation.